Grâce à son aide, s'occuper de ses assassins devint nettement plus simple. S'avançant, Michael demanda à Leahart de se mettre à l'écart, prêt à anéantir les mercenaires. Cependant, leurs corps pétrifiés commencèrent à se fissurer puis à s'effriter. Les assassins se transformèrent tous en poussière, qui retomba aux pieds de Michael. Il se tourna alors vers la jeune fille et lui demanda si elle était responsable de ce qui venait de se produire. Leahart se montra tout aussi surprise, car elle n'avait même pas utilisé ses pouvoirs. En se penchant sur le tas de poussière, elle pensa d'abord à une forme de malédiction. Les sorts ordinaires laissent généralement des symboles, or il n'y en avait aucun. Elle en vint donc à la conclusion qu'il pouvait s'agir de magie ancienne. Ne percevant plus aucune énergie magique émanant des restes, Michael comprit qu'il ne représentait plus une menace. Il la remercia pour son aide et décida d'envoyer les chevaliers enquêter sur ce phénomène. Le danger écarté, Leahart poursuivit le retrait d'un autre sceau de la malédiction. Il ne restait plus que 5 interventions, et Michael aurait voulu que le temps cesse de s'écouler. De son côté, le prince héritier Lucas Francium posa un regard las sur les restes des mercenaires et ordonna qu'on s'en débarrasse. Il ne se montra nullement surpris qu'il n'ait pas résisté. Ces marionnettes envoyées à Elem ne lui étaient plus utiles, et il ordonna qu'on les oublie. Ce qu'il souhaitait désormais, c'était que Beerts et les Elem commencent à se soupçonner mutuellement. Son serviteur partageait cet avis, mais souligna que la situation de Michael au sein du domaine du duc demeurait inconnue. Lucas envisagea la possibilité que ces deux-là soient devenus alliés. Le serviteur ne voyait toutefois aucune raison de s'inquiéter, convaincu que même Elem ne pouvait lever une malédiction aussi ancienne. Le prince savait, pour sa part, qu'une seule personne en était capable, Léonidius. Il ordonna à son serviteur de trouver un prétexte sans tarder et envoya une lettre à Elem, exigeant une visite officielle auprès du duc. De son côté, le duc convoqua ses fils afin de discuter de l'état de la pierre d'esprit. On expliqua que la pierre émettait une lueur bleue intense et battait comme un cœur, signe que l'éveil approchait. Bien qu'il fût convaincu que tout cela était lié à Léonidius, ce dernier se contenta de garder la tête baissée, sans prononcer un mot. Ses pensées étaient entièrement tournées vers Leahart, qui ne lui accordait plus la moindre attention. Il ne remarqua même pas que son père s'adressait à lui. Lorsque le duc parvint enfin à capter son attention, il annonça que, puisqu'il atteindrait bientôt sa majorité, il était temps de lui trouver une épouse. Anne suggéra alors à son frère de lire la lettre du prince héritier, qui souhaitait rendre visite au duc. Il précisa que cette visite pourrait être l'occasion de discuter des fiançailles de Léonidius avec la princesse Ninian. Léonidius se souciait peu de l'identité de sa future épouse et ne s'opposa pas à cette éventualité. Depuis l'enfance, il était évident que Ninian l'appréciait, et elle s'était toujours montrée facile à vivre. Pourtant, ses pensées revenaient sans cesse à Leahart, qui, contrairement à la princesse, était devenue tout sauf prévisible. Elle avait changé, s'était éloignée, au point de lui sembler presque étrangère. Il ne parvenait pas à comprendre où il avait échoué. Puisqu'il n'émettait aucune objection aux fiançailles, il ne restait plus qu'à fixer la date de la visite de son Altesse. Un événement d'accueil en l'honneur de Michael Beerts approchant, le duc proposa d'inviter le prince à cette occasion. Il décida d'organiser un grand banquet en soirée et une compétition de chasse dans la journée. Leahart poursuivit le retrait des sceaux de la malédiction qui pesaient sur les yeux de Michael, et il n'en restait plus que 2. Cette étape s'avéra bien plus difficile, et Leahart demanda davantage de temps. Michael accepta sans objection et lui demanda de ne pas se presser. Il avait expliqué à Valto que la malédiction était réellement en train de se dissiper et qu'il parvenait déjà à distinguer des formes et des couleurs. Rassuré, l'assistant ne vit aucun inconvénient à ce que son maître participe à la compétition de chasse. Le duc ignorait cependant que la vue de Michael revenait progressivement, et organiser une chasse pour accueillir un aveugle paraissait pour le moins étrange. Mick, de son côté, était convaincu qu'il écraserait Elem un jour et choisit de considérer tout cela comme un simple jeu. Une violente déflagration de magie de l'eau frappa alors Michael de plein fouet. Il ouvrit les yeux et réalisa qu'il voyait désormais avec une netteté accrue. Il distingua clairement les traits de la jeune fille tandis qu'elle ajustait nerveusement ses cheveux, cherchant à savoir s'il pouvait la voir. Mick resta calme, se contentant de fixer Leahart. Sentant la rougeur lui monter aux joues, Mick détourna le regard afin qu'elle ne remarque pas son embarras. Incertaine de l'état de la malédiction, Leahart lui demanda s'il allait bien. Gardant les yeux ailleurs et dissimulant son visage,
Il répondit qu'il se sentait bien mieux à présent. Prenant conscience du caractère maladroit de son attitude, Michael se força à se ressaisir. Il sourit à Léart et lui confia qu'il était heureux qu'elle soit la première personne qu'il voyait. En lui prenant la main, Michael remercia Léart d'avoir restauré sa vue. Il promit que toute sa famille se souviendrait d'elle comme de leur sauveuse et n'oublierait jamais ce qu'elle avait accompli. Il porta la main de Léart à ses lèvres et ajouta qu'il était convaincu qu'elle pouvait également briser le dernier sceau. Lors de leur rencontre, Mick avait promis d'exaucer n'importe quel vœu de Léart. Il lui demanda donc ce qu'elle désirait en retour de son aide. En réalité, Léart souhaitait avant tout éviter de répéter les regrets de sa vie antérieure. Agir seul serait difficile, mais avec l'aide de Michael, cela devenait possible. Léart déclara alors qu'elle s'appelait Léart LM et qu'elle représentait une honte pour le duc. Elle expliqua être née non éveillée et donc considérée comme inapte. La seule chose qu'elle désirait était de fuir le plus rapidement possible le duc d'Elem, et pour cela, elle avait besoin de l'aide de Michael. Après l'avoir écouté attentivement, Mick sourit et lui dit que son nom était beau. Il prit son visage entre ses mains, plongea son regard dans le sien et lui promit de l'aider à s'enfuir. Assis près de la fenêtre, Michael parla un moment de lui-même, puis, craignant de l'ennuyer, suggéra à Léart de lui parler d'elle. Il se montra curieux de savoir ce qu'elle aimait et ce qu'elle détestait profondément. Surprise par cette demande, elle répondit par la première chose qui lui vint à l'esprit et dit qu'elle aimait les animaux. Lorsqu'il évoqua les oiseaux, elle se sentit déstabilisée. Léart réalisa alors qu'elle ne se connaissait presque pas. Michael fit un geste de la main, et des oiseaux se mirent à volter autour d'eux. Il en fit se poser un sur sa main, expliqua qu'il symbolisait la famille Burka et demanda à Léart si elle les aimait. La jeune fille sourit et admit qu'elle les appréciait sincèrement. La tension s'apaisa, et Mick évoqua son intention de quitter LM, précisant qu'il était prêt à partir immédiatement. Léart expliqua cependant que, selon la loi impériale, elle ne pouvait quitter le duc avant d'avoir atteint sa majorité, sous peine d'arrestation. Si elle agissait sans prudence, tout l'Empire pourrait se retourner contre la famille Burka. Elle demanda à Mick de ne pas la regarder comme si cela ne posait aucun problème. Mick avait prévu de quitter cet endroit après la compétition de chasse et refusait de laisser Léart derrière lui. Ils décidèrent donc de s'enfuir du duc le jour même de sa majorité. De retour à LM, Dantalion constata que rien n'avait changé. Anne l'accueillit sur le seuil, prenant soin de souligner que son frère était en retard, tout en lui adressant un sourire moqueur. Dantalion demanda des nouvelles de la pierre spirituelle. Il avait toujours été différent des autres LM éveillés, bien qu'il fût l'un des meilleurs. Il détestait ses cheveux noirs naturels et les teignait systématiquement. Il se rendait également au palais pour escorter et protéger la princesse Ninian. Anne répondit sèchement que la pierre spirituelle se trouvait là où elle avait toujours été et ajouta que, s'il s'y intéressait autant, il aurait dû rentrer dès la réception de la lettre. Dantalion répliqua qu'il avait été trop occupé, mais affirma vouloir voir la pierre en priorité. En entrant dans le temple, les frères furent frappés par l'éclat inhabituellement intense et flamboyant de la pierre. Dantalion déclara qu'il serait revenu plus tôt s'il avait su à quel point la situation était grave. Anne répondit que la pierre n'avait jamais brillé avec une telle intensité auparavant. Dantalion tendit la main et resta figé de stupeur. Les LM éveillés possédaient le pouvoir de contrôler l'eau, une capacité qu'ils appelaient la domination. Pourtant, pour une raison inconnue, ils étaient incapables de maîtriser l'eau qui emplissait cet endroit. Cette eau continuait de se renforcer. Aveuglé par la lumière de la pierre, Anne ne parvenait pas à comprendre ce qui se produisait. Une silhouette finit par émerger à travers la brume de vapeur qui envahissait la pièce. Un être aux cheveux et aux yeux bleus, aux oreilles semblables à celles d'un elfe, apparut et exprima sa surprise en demandant qui ils étaient. Il exigea qu'il lui indique où se trouvait celui qui l'avait éveillé. Face à cet être d'une puissance incroyable, les frères tentèrent de déterminer s'il s'agissait d'un monstre ou d'un dieu. Finalement, Anne osa s'avancer et lui demander qui il était. L'être se sentit outragé qu'un arrogant imbécile ose le questionner. Il tendit la main vers l'avant et frappa les frères d'une violente vague d'eau, les projetant au sol, puis utilisa cette eau comme des tentacules. La créature souleva Anne et Dantalion au-dessus du sol. L'eau s'enroula autour de leur cou, les privant d'air. Il annonça qu'il était la 10e arme de Loriar et le premier contractant d'Uren. D'un ton grinçant, il ajouta qu'il était communément appelé le roi des esprits. Il déclara que, s'ils étaient réellement des descendants d'Uren,
leur pouvoir se révélait pathétique. Il relâcha ensuite les frères, qui retombèrent lourdement au sol. Le roi des esprits exigea de nouveau de savoir qui l'avait réveillé. Dantalion comprit que, sans réponse, ils seraient écrasés comme de simples insectes. Anne cria que celui qu'il cherchait n'était pas présent et proposa d'aller le trouver. Après un moment de réflexion, le roi des esprits répondit qu'il n'en avait pas encore besoin et leur ordonna d'amener le successeur d'Uren dans 3 jours. Sur ces paroles, il disparut dans la pierre, s'évanouissant en un instant. Le délai imposé par le roi des esprits coïncidait avec la période suivant le banquet et la compétition de chasse. Les frères décidèrent alors de tout raconter à leur père. Lorsqu'Anne et Dantalion conduisirent le duc au temple de la pierre spirituelle, la porte se trouvait verrouillée à double tour. Hélène traita ses fils d'idiots pour ne pas avoir envisagé qu'au moins l'un d'eux aurait dû rester à l'intérieur. Anne expliqua à son père que le roi des esprits leur avait ordonné d'amener l'héritier d'Uren devant lui dans 3 jours. Il affirma cependant que, s'ils amenaient Léonidius, la porte s'ouvrirait, même s'il n'avait pas vu son frère depuis longtemps et ignorait ce qu'il faisait. Selon le duc, Léonidius avait passé tout ce temps à poursuivre Léarth et l'avait même invité à la compétition de chasse. Il était surtout essentiel de garder l'éveil de l'esprit secret, en particulier vis-à-vis de la famille Birch. Michael se présenta accompagné de son assistant, les yeux dissimulés par un bandeau. Un peu plus loin, Léarth se tenait aux côtés de son frère jumeau, qui lui serrait la main tout en lui parlant. Mick observait la scène et se sentait profondément mal à l'aise. Le prince Lucas s'approcha derrière lui et s'enquit de son état. Mick déclara qu'il se sentait très bien et qu'il se réjouissait de participer à une chasse agréable. Il ne restait plus qu'un seul saut maudit, ce qui permettait désormais à Michael de voir parfaitement. Le duc Hélène l'ignorait encore et pensait que Michael serait simplement contraint de rester immobile, tel un épouvantail. Dans d'autres circonstances, Michael aurait probablement agi ainsi. Cependant, en voyant la douleur avec laquelle Léonidius serrait le poignet de Léarth, il ne put détourner le regard. Assise sous un arbre, Léarth se demandait pourquoi son frère jumeau se comportait de manière aussi étrange. Avant sa renaissance, il n'aurait jamais envisagé de l'inviter à une compétition de chasse, ni prononcer de telles paroles. Avant de s'enfoncer dans les bois, Léonidius promit de rapporter du gibier à sa sœur et lui demanda ce qu'elle désirait. Léarth répondit sèchement qu'elle n'avait besoin de rien. Son frère lui saisit alors le bras avec force et lui intima de choisir quelque chose. Elle lui demanda de lui ramener un renard argenté vivant plutôt que de le tuer. Léonidius sourit, promit qu'il le ferait, puis relâcha son bras, laissant apparaître les marques de ses doigts. Elle avait volontairement demandé un animal extrêmement difficile à trouver et ne comprenait pas ce qui troublait autant son frère. L'attention qu'elle avait tant désirée avant sa renaissance ne faisait désormais que l'agacer, sans qu'elle puisse en saisir la raison. Une voix prononça soudain son nom derrière elle. Lorsqu'elle se retourna, elle vit Michael. Il se tenait devant elle sans son cache-œil et lui adressait un sourire chaleureux. Elle fut surprise qu'il ait réussi à la retrouver jusqu'ici. Michael s'assit à côté d'elle et lui confia qu'il avait su, d'une manière ou d'une autre, qu'il la trouverait s'il venait, même s'il avait simplement suivi son parfum envoûtant porté par la brise. Après ces paroles, Michael se mit à rire d'un air maladroit, ce qui ne fit qu'accroître la confusion de Léarth. Lorsqu'elle l'interrogea sur sa vue, il répondit qu'il y voyait beaucoup mieux désormais. Désignant le bleu sur son bras, Mick lui demanda si cela lui faisait mal. Quand Léarth admit qu'elle y était habituée, il lui dit qu'elle ne devrait pas avoir à s'habituer à ce genre de choses. La regardant avec douceur, il ajouta qu'il ne voulait pas qu'elle s'habitue à la douleur. Elle resta figée, incapable de savoir comment réagir ou quoi dire dans un tel moment. Elle décida alors de changer de sujet et lui demanda pourquoi il était venu. Mick répondit qu'il voulait simplement la voir. Ces mots firent réfléchir Léarth, car tous les autres ne la considéraient que comme une personne n'ayant pas encore éveillé ses pouvoirs. Pourtant, il l'avait non seulement retrouvée au cœur de cette forêt, mais il lui avait aussi démontré son affection. En prenant conscience de cela, elle sourit et admit qu'elle était heureuse de sa venue. Pour une fois, le duc Birch lui-même fut troublé, presque déstabilisé durant un instant. Estimant qu'il était temps de partir, il se leva et demanda à Léarth si elle serait présente au banquet du soir. Elle repensa alors à son frère. En évoquant le banquet, elle répondit qu'elle s'y rendrait s'il y assistait. Michael en fut ravi, car il espérait l'inviter à danser. Même lorsqu'elle avoua ne pas savoir danser, il lui promit de lui apprendre. Pendant ce temps,
Léonidius errait dans la forêt à la recherche du renard argenté. Il aperçut soudain une touffe de fourrure argentée sur le sol. Lorsque son père comprit ce qu'il chassait, il déclara que Léon s'était lancé un véritable défi. Cette espèce avait en effet disparu. Exterminés depuis longtemps sur ordre de leurs ancêtres, ces renards étaient désormais presque éteints. Tenant la touffe de fourrure entre ses doigts, Léonidius affirma qu'il était peut-être sur la piste du dernier renard argenté d'Élème. Il devait capturer cette bête à tout prix. Peut-être alors Léarthe redeviendrait-elle normale. En entendant un bruissement dans les buissons, il écarta les branches et aperçut un petit renard. Léonidius tendit lentement la main vers lui, s'efforçant de ne pas effrayer la petite créature. Soudain, un coup de feu retentit et le renard poussa un cri. L'animal s'effondra au sol. Il constata qu'il n'était pas mort, seulement blessé. Se retournant pour voir l'auteur du tir, il vit le duc Birch ramasser le renard. Léonidius lui demanda ce qui se passait. Souriant et serrant le petit animal contre lui, Michael feignit l'incompréhension. Il déclara qu'apparemment, le seigneur Élème, bien que voyant, était un chasseur bien moins efficace qu'un aveugle. En passant près de Léon, Mick lui conseilla d'attraper sa proie plus rapidement la prochaine fois, sous peine de la perdre encore. Léarthe était assise dans sa chambre, jetant un regard vers la boîte contenant la robe que son frère lui avait offerte pour le banquet et qu'elle n'avait toujours pas ouverte. Dans sa vie antérieure, elle n'avait jamais porté de robe de soirée. À présent, après sa renaissance, de nombreuses choses avaient changé. Elle ne comprenait pas pourquoi l'avenir avait été modifié, puisqu'il n'y avait eu ni banquet ni visite de prince dans cette vie-là. Lorsqu'elle ouvrit enfin la boîte, Léarthe y découvrit une tenue magnifique. Se tournant vers le miroir, elle vit son reflet, ses cheveux non coupés et sa vieille robe usée encore visible dans l'image qu'elle renvoyait. Étrangement, avant sa renaissance, Léarthe n'éprouvait aucun attachement à la vie. Désormais, pour son propre bien, elle était résolue à devenir maîtresse de son destin. Le soir suivant le concours, une calèche impériale pénétra dans le domaine du duc. En descendant, la princesse Ninian salua chaleureusement Léonidius, qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Léonidius rendit son salut à son Altesse et lui offrit son bras. Il lui fit ensuite une offrande spéciale. Un grand merci fut adressé au prince héritier Lucas France pour sa présence. Tandis que Ninian entrait dans la salle de bal au bras de Léon, ses autres frères vinrent saluer la princesse. En voyant Dantalion vêtu de son costume, elle se mit à rire et déclara que ce n'était pas son style. Pendant ce temps, Anne s'approcha du prince pour le remercier de sa venue, et Lucas le remercia à son tour pour le cadeau. Il demanda ensuite à Anne comment s'était déroulée la compétition de chasse. Anne répondit avec un sourire étrange que tout s'était déroulé sans problème. À la vue de son expression, le prince héritier comprit que quelque chose s'était produit durant la compétition. Lucas parcourut rapidement la foule du regard à la recherche de Mick. Il l'aperçut un peu plus loin et, en voyant le bandage encore posé sur les yeux de Mick, confirma intérieurement que le sortilège était toujours actif. Lorsque Ninian lui demanda à quoi il pensait, le prince plaisanta en affirmant qu'il trouvait Léon trop parfait pour être son fiancé. La princesse murmura ensuite à son frère que Léon semblait un peu triste ce jour-là. Lorsqu'elle lui demanda si sa sœur venait au banquet parce qu'elle souhaitait être son amie, Léon s'assombrit aussitôt. Le prince savait que c'était précisément pour cette raison que le duc Élème n'aimait pas sa fille, car elle ressemblait tant à l'héritier sans jamais avoir éveillé le moindre soupçon. Sa sœur, innocente et naïve, ne se doutait de rien. Soudain, la salle devint bruyante, et tous les invités se retournèrent dans la même direction, frappés de stupeur. Anne se retourna également pour comprendre ce qui se passait. Les aristocrates dévisageaient Léarthe, qui descendait l'escalier vêtu d'une somptueuse robe de bal. Non seulement ses frères, mais aussi le duc Élème en personne crurent apercevoir sa défunte épouse et sa fille. Ninian ne put dissimuler son émerveillement, car la jeune fille était d'une beauté saisissante, au point qu'elle ne l'avait pas reconnue immédiatement. Fuamin, voyant sa sœur ainsi parée pour la première fois, ne parvenait pas à détacher son regard d'elle. Dantalion, quant à lui, estimait que la posture et les manières impeccables de sa sœur lui donnaient l'allure d'une aristocrate idéale. Léon observait en silence la jeune fille qui, depuis l'enfance, dissimulait avec obstination le fait qu'elle n'avait pas encore éveillé ses pouvoirs. Elle avait toujours aspiré à l'amour de sa famille, même lorsqu'il la maltraitait. Plus elle s'efforçait de s'intégrer, plus Léon s'irritait et se montrait froid à son égard. À présent, pour une raison qu'il ne parvenait pas à comprendre,
Léart lui adressait un regard glacial et perçant. Cherchant à infléchir la situation, Léon s'approcha d'elle et l'invita à danser. Cependant, Michael surgit soudainement. Il lui barra le passage, s'interposa entre eux, et invita à son tour Léart à danser. Léon se remémora alors les paroles du duc Mick, qui lui avait conseillé de se dépêcher la prochaine fois, au risque de la perdre à nouveau. Ce n'est qu'à cet instant qu'il comprit le sens de ces mots, et il serra les dents, envahi par la colère. Léart sourit, tendit la main à Michael et déclara qu'elle serait ravie de danser avec lui. C'est à ce moment précis que Léon réalisa que sa sœur lui échappait définitivement. Tandis qu'il faisait tournoyer la jeune fille sur la piste, Michael remarqua à quel point elle était resplendissante ce soir-là et lui adressa un compliment. Sentant un regard insistant, Léart se retourna et croisa celui du prince héritier, qui les observait attentivement. Même avant sa renaissance, la famille royale pratiquait la magie ancienne. Elle comprit alors que l'attaque contre Mick, et la malédiction pesant sur lui, et les mercenaires réduits en poussière d'os impliquaient des pouvoirs ancestraux que seule la famille régnante pouvait manier. Tout laissait penser que la famille royale se trouvait derrière ces événements et que le prince héritier Lucas était peut-être venu afin de vérifier que le sort jeté sur Mick fonctionnait toujours. Léart demanda à Michael s'il pouvait réellement danser aussi librement en public, sachant que la responsable de son sort se trouvait dans cette même pièce. D'abord surpris, Mick sourit, car il comptait tout lui expliquer plus tard, tandis que Léart semblait déjà avoir compris. Il répondit que cela lui importait peu, puisque ces personnes étaient convaincues qu'il ne voyait rien. Pour Michael, il était bien plus important que Léart vienne à Birch lorsqu'elle aurait atteint l'âge adulte. La regardant droit dans les yeux à travers son bandeau, il lui proposa de l'emmener avec lui. Pendant ce temps, Léon, qui les observait, nourrissait des projets bien différents. Il était fermement résolu, une fois majeur et devenu duc, à enchaîner sa sœur à Helem et à ne jamais la laisser partir.